Ce mois-ci, à Parlons Ancêtres, Réal Hood nous parle de patriotes et clans familiaux, Jean-Luc Lauzon nous parle de transcribus, et tout plein d'autres petits sujets dans le monde de la généalogie. Bonjour à toutes et à tous, Éric Béliveau, généalogiste amateur, passionné d'histoire et créateur de la chaîne Raconte-moi mes ancêtres. Je suis en compagnie de mon ami, collaborateur et co-animateur Yann Lauzon. Yann, ça va bien? Ça va super bien, merci. J'espère que ça va bien à la maison. Toi, Éric? Oui, ça va super bien. Avant de commencer, je vous rappelle que si jamais vous voulez participer à notre émission, que ce soit en tant que passionné qui vient nous raconter son sujet, ou vous êtes un expert, un écrivain, conférencier, vous êtes une société d'histoire et de généalogie qui veulent faire la promotion d'événements à venir, eh bien, contactez-nous. Ça va nous faire plaisir là, de vous intégrer à notre émission. Sinon, ben, sachez aussi que bon, les vidéos sont disponibles, mais elles sont aussi, pour certaines, disponibles en audio sur vos plateformes audio préférées. Faites une recherche de Parlons Ancêtres et vous allez trouver. Écoute, Yann, on a une grosse émission pour vous aujourd'hui. Hein. À commencer par, on a un invité qu'on avait déjà rencontré, Jean-Luc Lauzon, qui était venu nous expliquer les actes notariés. Aujourd'hui, il vient de nous parler de quoi, Yann? Quand on avait commencé à regarder les actes notariés, on avait regardé un acte qu'on ne comprenait rien pantoute. Fait qu'on l'a recontacté et on a dit « Hey, Jean-Luc, on fait quoi avec ça? » Fait qu'il vient nous parler de paléographie, plus précisément d'un outil pour la paléographie. Donc, pour réussir à nous aider à déchiffrer le document là, qui est écrit de façon manuscrite, qui est difficile à lire. Donc, il parle de transcribus, c'est vraiment intéressant. Ouais. On va vous montrer ça plus tard. On va aussi poursuivre l'histoire de Saint-Lazare avec Paul Lavigne. Oui, le 150e, c'est encore mieux. Et on poursuit aussi l'histoire des trains avec Philippe Aubry. Oui, là, le train, c'est un sujet vraiment passionnant. Fait qu'on va poursuivre ça. Ouais. Puis là, ben, en partie 3, toi, tu nous avais parlé des documents militaires. Là, ça fait déjà 2 parties. On a une troisième partie. Tu avais parlé des testaments la dernière fois. Aujourd'hui, on parle de succession. On va aussi parler de l'histoire du Canadien en février 1910, où est-ce que le Canadien n'a toujours pas remporté une victoire. Mais pour commencer, ben, Yann, qu'est-ce qu'il y a d'important en février dans l'histoire du Québec? Ben, le monde, il pense pas tout le temps, là, parce que c'est pas quelque chose qu'on aime se remémorer, là, mais en février, notre bonne reine avait pendu nos patriotes. Puis, donc, c'est un bon moment pour parler du mouvement patriote, puis de tout ce qui vient, comment ça s'est produit, et ainsi de suite, parce que c'est un peu ça. Ça faisait très longtemps qu'on voulait parler de patriotes. Aujourd'hui, on a trouvé un invité qui non seulement on va faire un petit peu, là, vraiment un gros survol là, de l'histoire des patriotes, mais on va se concentrer surtout sur les clans familiaux. Où est-ce que notre invité, Réal Hood, qui a écrit plusieurs livres là, sur le sujet, puis spécialise là, dans les pouvoirs des clans familiaux qui est transmis de génération en génération, et ça depuis les débuts de la Nouvelle-France. Alors, ben, c'est un invité qu'on avait très hâte de vous présenter, puis on vous le présente à l'instant, Réal Hood. Alors, on est en compagnie de Réal Hood. Réal, ça va bien? Oui, ça va bien, Éric. Je suis très heureux d'être avec vous. Oui, mais merci d'être avec nous, c'est super apprécié. Réal, tu as écrit plusieurs ouvrages sur le sujet des patriotes, plus précisément sur les clans familiaux. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet d'aujourd'hui? Ben, c'est le hasard des choses. J'avais commencé à faire établir ma filiation généalogique. Il est arrivé 2 événements. Mon grand-père maternel, il est mort il allait avoir 99 ans. Et 2 semaines après, mon fils y est né. Et donc, j'ai comme été pris dans une espèce de désir de connaître mon histoire. J'étais un peu, j'étais heureux de voir mon fils naître, mais j'étais triste de voir mon grand-père partir, mais j'aurais aimé ça
que mon fils connaisse mon grand-père, qui était un personnage que j'aimais beaucoup, avec qui on faisait les sucres puis tout ça, là. C'était un monsieur qui était très intéressant, qui parlait pas beaucoup. Puis je me suis rendu compte quand il est décédé, je connais pas grand-chose de ma famille. Donc, je me suis intéressé à ça. Puis en établissant la généalogie, ben, j'ai rencontré toutes sortes de personnages. J'ai découvert les ancêtres acadiens, puis j'ai découvert aussi un ancêtre anglais qui a déporté les Acadiens aussi. On choisit OK. pas les ancêtres. Puis Ouais, à un moment c'est donné, je spécial. commence à chercher. Puis là, je découvre un personnage qui s'appelle Louis Reynaud Blanchard, député de Saint-Hyacinthe de 1830 à 1838. Là, Quand même. j'ai dit, wow, il y a quelque chose là, là. Il était dans des bonnes années en Et plus, là. ouais, et puis là, je découvre que c'est un ancêtre qui était là à l'Assemblée des Six-Comtés, qui était député patriote. Et puis là, je me rends compte, moi, je viens de la Rive-Sud de Montréal, qu'il y a zéro mémoire de ça à Saint-Hyacinthe. Ah. Et là, ça m'a comme... J'ai dit, comment ça Moi, se je trouve ça fâchant, ça. fait? Ah, C'est oui, des gens qui se sont vraiment beaucoup impliqués pour le peuple qu'on est maintenant. oui. Oui. Puis ça a passé Ben, il n'y comme dans avait le pas de beurre. mémoire, puis c'est là que je m'aperçois que on a de la mémoire de tous les autres députés patriotes. Pourtant, c'est le seul qui a été élu à 2 reprises de suite, à l'élection de 1830, 1834, jusqu'en 1838, quand on a fermé le Parlement, là, à la suite de la première rébellion. Et là, je me suis dit, là, il faut que je fouille. Là, ça a comme piqué ma curiosité. Puis ça Ouais. s'était pas transmis dans ma famille, ça. Parce que ma grand-mère, qui est son arrière-petite-fille à ce député-là, est née à Lowell, Massachusetts, fait qu'elle avait quitté Oh, la région de Saint-Hyacinthe pour les États-Unis. Donc, ça aussi, c'était un pan de l'histoire qui m'intéressait. Donc, j'ai eu beaucoup de trucs comme ça qui me sont arrivés. Puis, du côté de la famille, il n'y avait pas de traces. Mon père, faut qu'on compreniez que mon père, pendant la guerre 43, il était placé au pensionnat. Et il Wow. n'a pas été élevé avec sa famille. Fait qu'il me dit, Ouais, Réal, fait qu'il n'y a rien de je peux mémoire, pas là. t'aider, il va falloir que tu fouilles dans les livres. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette période-là, à l'histoire de la famille, pas juste de cette période-là, mais entre autres ça. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait des courants de pensée, même à l'intérieur du Parti patriote, des clans Ben qui oui. n'étaient pas toujours. C'était un peu comme souverainiste ou fédéraliste à notre époque. Hein. Parti conservateur, Parti libéral, chez les fédéralistes, c'est pas nécessairement des amis. Hein, c'est comme Ouais. du Québec solidaire, Parti québécois, c'est pas nécessairement des amis. Oui, les Donc, souverainistes, les c'est ça. nationalistes, les séparatistes. Ben, il y avait toutes sortes de clans. Et là, c'est là que j'ai commencé à fouiller puis à m'apercevoir que il y avait de la matière puis on n'en parlait nulle part. Fait que c'est pour ça que c'est souvent ça. Moi, je veux pas faire Ouais. de l'histoire pour répéter ce qui est déjà connu. Hein, quand on cherche en histoire, on veut trouver des choses un peu nouvelles. Et c'est là que l'idée du clan familial et politique, pour moi, ça a été le point de départ. Hein. Je voulais comprendre c'est qui ces gens-là. C'est le côté généalogique, hein, le côté des... Mhm. Faut jamais oublier qu'à l'époque, les mariages étaient des mariages souvent arrangés. Là. On oublie hein, une Ouais. femme comme son but, c'était de procréer. Hein, puis c'était une affaire d'homme, la politique. Là. Donc, Ouais. c'est un peu ça le but, le début de l'histoire. Puis j'ai découvert tout le clan familial Reynaud-Blanchard. J'ai publié un article dans un cahier d'histoire de la Société de Belleuil, Société d'histoire et de généalogie de Belleuil Mont-Saint-Hilaire, il y a quelques années, sur le clan Reynaud-Blanchard, parce que j'ai découvert que Joseph Toussaint de Rollet, qui était le vice-président de l'Assemblée des Six-Comtés, sa mère elle s'appelait Reynaud-Blanchard. Je découvre qu'un autre député à Saint-Hyacinthe, Louis Poulain, sa mère aussi, c'était une Reynaud-Blanchard, qui était la sœur, lui était le frère de l'épouse de Louis Reynaud-Blanchard, Angélique Poulain. Donc là, j'ai découvert un clan. Puis là, je découvre que Jean de Saules, le seigneur de Saint-Hyacinthe, qui était aussi un député, ben, il avait épousé la sœur de Louis-Joseph Papineau aussi. Puis là, là, je commence à découvrir toutes Ouais, ces il se affaires-là. passait pas mal de choses dans ce Oui, coin-là. Là. Il y avait oui. beaucoup de. C'était beaucoup le même clan en plus. C'est quand même Oui, intéressant. oui, c'est pour ça que ça m'a intéressé, que pourquoi on en parle. Il y a une rue des Saules, il y a une rue ici, il y a une rue ça, mais il n'y a pas de trace du seul député qui a été élu 2 fois. Et ça m'a... Il va falloir régler ça maintenant. Ben, je l'ai fait une conférence une fois à Saint-Hyacinthe, qui ont dit qu'elle allait réfléchir à ça. Là. Donc, OK. ça m'appartient pas, je crois, à Saint-Hyacinthe. Là, mais... OK.
Mais avant de parler de l'époque des Patriotes, je pense qu'il va falloir qu'on revienne un petit peu en arrière. Hein. Si tu pouvais nous expliquer c'est quoi les familles d'influence là au niveau des Canadiens lors et un peu après la conquête. Ben, c'est sûr que si on prend juste avant la conquête, les grandes familles seigneuriales, c'est un système féodal. Faut jamais oublier qu'on est issu d'un système féodal français, hein, puis après, c'est le système féodal anglais. Mais quand on voit à l'origine des deux systèmes féodaux, c'est des cousins, tout ce monde-là. Ouais, Faut ouais, jamais ouais. oublier ça, que les Anglais français, il y avait, hein, souvent c'était des Espagnols, c'est pareil, hein, donc c'est tout du monde apparenté parce que tu te mariais dans ta même caste, hein, dans ton même le même niveau social. Ouais, Donc les seigneurs ici en Nouvelle-France, la plupart c'est des gens, il y en a qui ont hérité du titre de seigneur par leur qualité. Je pense à Pierre Boucher de Boucherville, Pierre Boucher qui était arrivé comme jeune adolescent. Puis qui apprend ouais. les langues autochtones, puis que il se marie, son première épouse, c'est une autochtone, hein, les gens savent pas ça. Il y a eu un enfant, mais ils vont mourir, l'enfant et la mère, il va se marier après ça avec Crevier, puis il va avoir 15 autres enfants. Sauf que lui, c'est son talent, hein, parce que son père, Gaspard, c'est quelqu'un qui était un colon comme les autres, Ouais. un menuisier, un ouvrier, ou un agriculteur, là. Donc, Pierre Boucher est un personnage qui gagne des galons, il devient un des seigneurs. Mais il y avait d'autres seigneurs, il y avait des familles seigneuriales qui sont issues de la Ouais. noblesse, comme les Juchereau du Chesnay, puis d'autres personnages comme ça. Sauf que on voit apparaître une espèce de culture. On reprend le système seigneurial français, bien entendu, et on a plusieurs seigneuries qui se transmettent de génération en génération. C'est ça le principe, la primogéniture masculine, hein, c'est souvent le premier garçon, qui a souvent le même prénom que le père, en général, là, qui va hériter de la seigneurie. C'est comme ça que ça se passait. Il arrive la conquête. Oui, il y en a qui sont repartis en France, mais pas tant que ça. Moi, j'ai été surpris. Les gens vont plutôt décider de conserver leur seigneurie, hein, il y a un petit pouvoir ici, et qui vont Ouais. porter allégeance à la nouvelle couronne. OK? Je donne un exemple de mariage mixte dès les débuts, après la conquête. Tu as le quatrième Charlemagne qui décède en 1755. Sa veuve va marier William Grant, qui va devenir le seigneur de Longueuil à ce moment-là. Donc, on voit qu'il y a un changement d'allégeance qui s'est fait. Puis les seigneurs vont continuer leur travail. Puis il y a des seigneuries qui vont être achetées par des Anglais, bien entendu. Puis en travers de tout ça, tu as les Acadiens qui, au début, arrivent ici. Hein, qui arrivent ici. Puis là, horreur, en 1759, arrivent les Anglais. On s'imagine le sentiment de détresse de ces gens-là. Je sais pas si vous avez déjà vu le registre, la paroisse Notre-Dame de Québec en 1757 et 56 à 1758. Le curé Réché de Québec, là, il a travaillé fort, le monsieur. C'était quasiment à tous les jours des funérailles d'Acadiens. Ouais, c'est cool. C'était quelque chose. Fait que c'est toute une époque, moi, qui me fascinait. Hein, c'était qui ces gens-là? Qui a pris soin des Acadiens? Qui a pris soin des gens à l'époque? Puis comment le pouvoir s'est transformé aussi, là. OK. OK. Mais tu parlais d'Acadiens à Québec là, en 1757, 58. 56, 58. 58, 58. Tu veux préciser, c'est pas des Acadiens qui sont déportés, c'est des Non, Acadiens c'est des gens probablement réfugiés. qui ont fui dans le bois. Il arrivait moi, Ouais. un couple d'ancêtres, Claude Godet, Marie Giroir, là. J'en ai parlé dans un de mes livres, là. Claude Godet et Marie Giroir arrivent avec leurs enfants à Québec, puis en 1757, puis en arrivant, la madame a meurt, puis un de ses enfants aussi, parce qu'ils sont tellement épuisés. Imaginez le traumatisme, là. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui ont été déportés un peu partout, hein, monsieur, tu sais, il y a des ouvrages là-dessus. Oui, oui. Il y en a qui ont été déportés puis qui ne sont pas rendus. Ils sont pas rendus. Il y en a qui ont fui par la forêt. Parce qu'imaginez, là, si on fuit par la forêt, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, puis C'est loin, ça, tous les là. dangers, puis dans le temps, il n'y a pas de route, là. Ah Donc, non. tu survis en forêt, etc. Tu Ouais, arrives. puis ça prend quand même, c'est une trotte là, pour se retrouver Une à... trotte, puis il y en a qui sont arrivés en bateau, il y en a qui ont Oui, fui il y en en a, mon bateau. ancêtre, Hubert, moi, était venu C'est en ça. bateau.
C'est ça. Mais ils arrivent quand même à Québec avec ils ont vécu un traumatisme. Hein. Ah oui, Une c'est. sorte de génocide, hein, on peut dire ça. C'est dans ce sens-là que ces gens-là qui arrivent à Québec, moi, quand on regarde le registre de la paroisse, c'est quand même au niveau humain, là, il y a quelque chose de très. C'est nos premiers réfugiés politiques, là, Ouais. on peut dire. Et puis pour en revenir à c'est qui ces familles-là d'influence, justement, bon, t'en as nommé une, mais c'est qui là qui est en place au niveau des Canadiens français puis qui va rester ici, puis qui va Ben, la plupart des seigneurs vont rester ici, là. La plupart. Il y a quelques-uns qui vont s'en aller en France, là. Mais la plupart, J'imagine que c'est plus payant pour eux autres de s'occuper d'une seigneurie ici que d'aller à quelque part qui n'a pas de terrain. Là. ben, il y a ça, puis il y a aussi que la couronne française ne sont pas intéressés. Il y a comme un abandon là, de ça. Là. Le roi de France il en a cure là, de la Nouvelle-France. Il s'en fout là, carrément. Là. Faut jamais oublier cette partie-là aussi. Là. Je veux bien là, qu'on. Oui, c'est nos cousins, mais tu sais, c'est comme Napoléon qui a vendu la Louisiane. Il n'y en avait rien à faire de la Louisiane. Là. Tu sais, c'est un peu plus tard. Là. Donc, C'est Voltaire qui disait qu'en Amérique, il y avait juste quelques arpents de neige. ouais, c'est ça. Bon, dans les faits, les seigneurs vont rester en place et c'est à l'avantage aussi du pouvoir anglais parce que ils vont leur dire, regarde, tu veux garder tes privilèges. C'est un même système féodal. La seule chose qui change, c'est l'allégeance parce que c'est le même fonctionnement. Et les gens, regardez votre seigneurie, vous portez allégeance à la couronne, hein, le serment du test, là. Et en 1774, ben là, c'est l'acte de Québec, puis là, on reconnaît l'Église catholique et on garde nos notaires. Hein. Ça, c'est un grand avantage au niveau de l'histoire parce que on garde tout notre système administratif français. Ça, là, c'est une grande richesse. Hein. Des gens, faut le dire. Si on peut reprocher plein de choses à l'Église catholique, que j'en suis aussi, sauf que l'Église catholique est une formidable machine administrative. Un enfant naissait, il y a un acte de baptême, il y a un document. Un couple se marie, on nomme les parents des mariés, ce qui n'est pas le cas chez les anglophones tout le temps, et on a la trace. Oui, puis pas juste qu'on les nomme, la femme, elle garde le nom, oui, le nom de ses parents. Elle garde son nom de jeune fille. Exactement. Quand on regarde les registres dans d'autres endroits que notre territoire à nous, souvent, c'est juste si on a des ancêtres qui sont allés pendant la révolution industrielle aux États-Unis, le nom va changer. Puis en plus, ils ne faisaient pas attention au nom français, c'est encore pire. Mais ça rend ça vraiment difficile. Là. Exactement, ce que vous dites est juste. Nous, ça va être comme ça jusqu'à la fin de la tenue seigneuriale, création du Canada. Après ça, il va y avoir le déplacement que la femme perd son nom avec les nouveaux codes civils. Ça, j'en ai parlé dans ma thèse de doctorat, là, qui est justement sur la pratique du mariage. Là. Donc, je vois l'évolution de cette pratique-là. Mais effectivement, c'est intéressant. Puis quand quelqu'un meurt, ben il y a une funéraille. Quand on achète un terrain, bon, on allait chez le notaire. Quand tu avais un testament, tu allais chez le notaire, les etc., contrats de mariage, etc. Ça, c'est extraordinaire parce que ça, on est probablement les seuls au monde à vivre ça. Là. Oui, ce qui fait que si tu es capable de remonter assez loin pour que les documents soient pas confidentiels, généralement, il y a des fois tu vas tomber sur un mur, là, mais généralement tu peux remonter là, puis ça s'établit à chaque fois, puis tu peux remonter là jusqu'au début de la colonie. Là. Quelqu'un qui commence à faire de la généalogie aujourd'hui, la semaine prochaine, il est capable de connaître ses ancêtres du début de la colonie. Absolument. Il y a un peu de travail, mais ça se fait. C'est sûr que de temps en temps, tu as un registre qui a été la façon de tenir, de prendre soin des documents, ça dépendait des endroits. Il y a des registres qui ont disparu. Des fois, bon, le missionnaire est en canot, puis le registre est dans l'eau avec lui. Bon, il est arrivé un certain nombre d'accidents dans l'histoire, mais on peut dire qu'on a une grande majorité des documents qui ont été conservés. Et ça, faut dire merci quand même à l'Église catholique pour ça. Tu parlais tantôt de l'acte de Québec. Bon, moi, ça, c'est une chose que j'ai un petit peu appris là, avec toi parce qu'on on entend souvent dire hein, que l'élite française est partie après la conquête. Puis bon, qui nous a abandonnés. selon tes recherches, c'est pas tout à fait ça.
Il y en a effectivement, mais c'est pas la majorité. Euh, Moi, je trouvais ça intéressant là, comme apprentissage. Ceci étant dit, ces gens-là restent dans un système féodal là, qui est semblable là, à ce qu'il y avait avant. Tu parlais de l'Acte de Québec, là, où est-ce que là, les autorités britanniques vont en donner un peu plus là, aux marchands britanniques et aux Canadiens français pour pas qu'on s'allie avec les Ben, c'est Américains. sûr qu'il y avait ça là, dans l'air, Il y avait effectivement. ça dans l'air. Puis bon, effectivement, entre 1775 puis 1783, il va y avoir la guerre de l'indépendance des États-Unis, qui va par la suite amener les loyalistes dans la province of Québec. Peut-être si tu peux nous expliquer, là, on parlait du système féodal, mais si tu peux nous expliquer c'est quoi le système politique là, à Ben, l'époque. ça bougeait beaucoup. Quand il y a l'Acte de Québec 1774, c'est sûr que dans l'air, il y a des bouleversements en France, il y a des bouleversements dans ce qui va devenir les États-Unis, les colonies anglaises. Faut jamais oublier que aussi la Louisiane, c'est français à ce moment-là. Hein, donc, les Dans les rues de Montréal, on se rassemble. Sous les étoiles des histoires, on tremble. On chante nos aïeux et nos chemins. Venez écouter, mes chers copains. Des légendes et des contes s'enivrent. Trésors cachés dans les cœurs, ils vivent. À chaque épisode, une nouvelle page. Découvrons ensemble tous. Ouais, ben, je vous ai menti, hein, parce qu'on n'a pas parlé de Patriote encore, mais il fallait faire Ouais. une petite mise en scène. Puis comme que vous savez, ben, on va vous présenter cette entrevue-là sur plusieurs émissions. Mais on va éventuellement vous parler de Patriote, c'est promis. Ouais, Moi, il y a une chose qui m'a marqué un petit peu là, dans ce que Réal nous disait, puis c'est un peu... on avait entendu ça, que l'élite française était partie après la conquête, mais bon, Réal nous démontre hein, que c'est pas tout à fait ça. Oui, certes, il y en a qui sont partis, mais c'est pas la majorité. ouais, ça nous rappelle un peu quand on avait fait l'émission là, avec Éric Bédard, il disait, ben, dans le fond, tu sais, est-ce que les Français nous ont abandonnés, plus ou moins? Ça va, cette lignée-là, oui, c'est vrai, il y en a qui sont retournés chez eux pour toutes sortes de raisons, mais il y en a vraiment beaucoup qui sont restés. Il y a eu une coupure avec la France, mais l'élite française, là, est restée ici, là, puis elle a gardé le cap, là. Puis, tu sais, c'est ça, c'est une belle démonstration de ça. Parce que c'était, tu sais, là, tu disais, ah, on n'a pas parlé de Patriote. Je pense que c'est important pour bien aborder le sujet, tu sais, de parler de comment que ça s'en vient, c'est quoi qui se passe. Parce que c'est facile de dire, il y a eu une rébellion, là, mais pourquoi est-ce qu'il y a eu une rébellion, là, puis c'est aujourd'hui qu'on en parlait. Là, en attendant, comme je disais tantôt, on a Jean-Luc Lauzon qui est venu nous parler de Transcribus. On avait un document d'une de mes ancêtres, là, un contrat de mariage, qu'on ne comprenait rien pantoute. Puis, ben, avec son aide, là, on va passer au travers des outils d'intelligence artificielle qui sont disponibles. Il nous explique c'est où, comment ça marche, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça pour réussir à nous aider à voir, parce que on se souvient quand on avait enregistré l'autre fois, moi et Eric, on avait regardé le document, puis comme, ben, je comprends rien, je peux rien lire, là. Quand on a un peu l'habitude des documents, souvent ça peut aider, mais il y a des documents qui sont passablement difficiles. Il y a des outils pour ça. Et Jean-Luc nous montre ces outils-là. Là. Il a travaillé beaucoup avec ça depuis plusieurs années. Oui, puis on a tous été confrontés hein, à ce genre de problématique-là, d'essayer de lire un vieux document. Maintenant, l'intelligence artificielle va nous aider, puis Jean-Luc va nous montrer comment ça fonctionne. Alors, on est en compagnie de Jean-Luc Lauzon. Jean-Luc, ça va bien? Oui, ça va bien. Ben, c'est super content de te revoir, Jean-Luc. Ça fait longtemps. Oui, oui. Ben, les fêtes, ça prend toujours une petite pause. Oui, tout à fait. Ouais. Jean-Luc, entre autres, dans le vif du sujet, si tu pouvais nous dire qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser au sujet d'aujourd'hui, puis en bref, ça fait quoi ça, Transcribus? Ben, un peu par hasard, vraiment par hasard, parce que j'étais à BAQ, la Bibliothèque hiérarchique du Québec à Montréal. Puis j'étais assis à la même table qu'une autre dame que je connaissais pas, qui travaillait dans les mêmes documents que moi. Ah! Les documents du bailliage de Montréal. Fait que, bon, à un moment donné, on s'est mis à jaser, puis la dame, c'était Dominique Deslandes, qui est professeur d'histoire à l'Université de Montréal. Quand même. Puis, ouais. Elle avait commencé à faire des ateliers de transcribus. Ben, en fait, ce qu'elle
ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a tout transcrit le registre des audiences du bailliage de Montréal. Puis, au début, elle n'était pas capable de lire, comme par exemple. C'est à l'écriture du notaire Mouchi. Fait qu'elle a demandé de l'aide, puis là, elle s'est associée avec Maxime Goyer, qui était professeur d'histoire à l'Université de Rimouski. Puis lui, il avait découvert Transcribus. Fait que c'est de là que ça a parti. OK. Mais en gros, ça fait quoi Transcribus? Parce que tu parlais de documents qui avaient de la misère à lire, mais ça sert à quoi? C'est pas un document de transcription, là. Transcribus, c'est un outil d'intelligence artificielle qui est capable de lire, qui est capable de transcrire les documents manuscrits. OK. Fait que ça prend. On écrit quelque chose avec des pattes de mouche, là, comme on dit. Puis là, ensuite, lui, il va réussir à déchiffrer les pattes de mouche là, de ta prescription chez le docteur qui est pas lisible. Mais en gros, c'est ça. Mais là, ça prend des outils derrière ça pour faire ça. OK. Puis c'est quoi les types de documents là, que Transcribus peut traiter? N'importe quel. N'importe quel document là, qui est écrit en patte de mouche. Ouais, ben, c'est ça. C'est la technique derrière ça, c'est que faut bâtir un modèle. Faut lui donner un peu un exemple pour qu'il puisse transcrire du texte. Fait qu'il faut lui faire apprendre comment la personne écrivait. Oui, c'est ça. OK. Il appelle ça des modèles. OK. C'est bon. Parfait. C'est quand même bien parce que quand on a des registres qu'on n'est pas capable de lire, ben, généralement, les registres, il y a plusieurs pages, puis il y a quelque part quelque chose qu'on comprend quand même un peu. Ben, tu vois, il recommande une 50aine de pages transcrites pour générer un modèle. Lui, il apprend, il y a l'image, puis il y a le texte transcrit, puis il bâtit son logiciel derrière lui pour pouvoir transcrire ça. Okay. Il se vérifie en même temps. Okay. Et des modèles, il y en a à peu près dans pas mal toutes les langues à date. Anglais, français, italien, allemand, latin. Bon, il y en a, je pense, il y en a environ tout près de 250 modèles publics. Là, je peux-tu prendre n'importe quel modèle? Mettons, comme l'autre fois, quand on avait regardé, on a trouvé un document d'une de mes ancêtres, là, un registre de mariage. Ouais. On parlait de registre de mariage. Puis, on comprenait rien. Je peux-tu prendre n'importe quel modèle puis le mettre là-dessus? Il y en a des faits plus pour certains scripteurs. Ils vont être plus performants. Dépendant de qui ce qui a écrit, comment est-ce qu'il a écrit, aussi comment est-ce que le document est en bon état, où il est tout taché, où l'encre est passée au travers. Un document en mauvais état, ça fait pas des miracles, cette affaire-là. Ça ne trouvera pas. Ou si c'est tout raturé. Quand tu as la mention encre passée au travers dans le microfilm, là, ça se peut que ce soit plus difficile. C'est ça. Moi, avec l'équipe à Dominique, on transcrit des actes des notaires montréalais. Fait qu'avec notre équipe, j'ai pu créer 3 modèles pour les notaires de Montréal. Qui sont publics. Parce que dans Transcribus, tu veux te faire des modèles privés, que c'est juste pour toi, que tu ne partages pas avec personne. Ou après, mettons, un modèle qui a au moins 50 000 mots, ben là, tu peux le mettre public. OK, pour rendre service aux autres, là, pour partager. C'est ça le but, oui. Okay. Là, j'imagine, on a tous été dans cette situation-là, puis on l'est encore des fois, où est-ce qu'on aimerait ça être capable de lire un document, mais qu'on n'est pas capable. Bon, là, je dois vous avouer que moi, je parle de mon expérience personnelle. C'est sûr qu'il y a certains documents qu'au début, j'étais nullement capable de lire, mais bon, plus qu'on pratique, plus qu'on en lit, plus qu'on sait où ils sont placés, on pense au registre de baptême, de mariage, là, puis de
sépulture. Puis là, on sait où sont placés. Là, tu parlais de modèle tantôt, là, ben, c'est toujours un peu la même chose. Fait que là, on est capable de lire les noms, mais c'est pas toujours le cas. Fait que là, j'imagine que tout le monde a hâte là, de voir comment ça marche, cet outil-là, Transcribus. Alors, si tu pourrais nous montrer ça. Par curiosité, pour les gens qui veulent s'abonner, est-ce que c'est un service qui est gratuit, payant? Bon, c'est ça. Transcribus, ben, c'est une... premièrement, c'était écrit par des gens de l'Université de Innsbruck en Autriche. Oh, quand même. Fait que tous les documents qu'on met, ça s'en va tout en Autriche. Cool. Au début, ils ont fait une version qu'on appelle Expert Client sous Java. Puis là, ils ont fait une nouvelle version juste sur sans Java, là, juste sur le web. Puis ils sont devenus une coopérative. OK. Donc, c'est le modèle d'affaires. Fait que il y a différents abonnements que tu peux avoir. Tu as l'abonnement gratuit que tu as 50 crédits par mois. 50 OK. 100, je suis pas certain, là, mais. Tu as un nombre d'opérations que tu peux faire à chaque mois, puis ensuite, faut que tu attendes où tu payes. C'est ça. Ou tu as la version scolaire qui est, quand je pense, environ 20 € par mois, puis là, tu as plus d'outils. Et puis ça, scolaire, c'est-tu orienté plus vers les enseignants ou quelque chose du style? Un peu plus pour les plus gros. Mais en fait, il y a scolaire, puis il y en a un autre pour les centres d'archives. OK, ouais. Avec la version gratuite, tu peux faire pas mal de choses. Il y a seulement il y a des modèles qui ont développé ils appellent ça les modèles des titans. C'est des super gros modèles avec 5 millions de mots. Wow. L'autre, c'est juste sa version payante que tu l'as accès. OK. Mais il y en a d'autres que tu peux t'arranger avec. Le lien pour Transcribus, le plus facile, c'est app.transcribus.org. OK, ouais, c'est assez direct. app pour l'application. Ouais. On va le mettre en lien en commentaire. C'est ça. Fait que j'ai créé un compte pour vous autres. Sign in, on rentre dedans. Tout se passe en Autriche. Des fois, il y a des journées, des fois, que c'était un peu plus long. Moins vite. Plus lent. Okay. Fait que dans comment ce qui classe leurs documents, c'est qu'il y a des collections. Les collections, en fait, c'est comme un dossier Windows. OK, ouais. C'est la même chose. Puis dans une collection, il y a des documents. Les documents, ben, c'est comme des fichiers en Windows. Fait que là, présentement, il y a une collection de créer que ça s'appelle c'est le même nom que le login, en fait, là. Ça vient toujours par défaut, mais on peut en créer comme on veut. En fait. OK. Donc, c'est pour catégoriser nos documents, là. On crée des collections. Ouais, fait que si tu fais des recherches sur quelqu'un, tu mets toutes ces recherches dans un document, dans une collection. Puis ensuite, quand tu fais quelqu'un d'autre, tu continues avec d'autres choses. Soit par personne, ou par notaire, ou par sujet, ou par projet, comme tu veux. Comme Windows, en fait. Ben ouais, c'est là, j'ai chargé tes documents, Eric. Puis, j'ai dit passer dans certains modèles, juste pour voir comment ça donnait. Fait qu'on peut rouvrir les documents récents. OK. Bon, fait que j'ai mis ton document dans la collection. Donc là, dans le fond, il faut le télécharger vers le serveur pour qu'il se rajoute là. On a juste à... là, j'étais dans un document, il faut que je sorte pour aller dans une collection, un dossier finalement. Ce dossier-là. Puis là, je vais faire un Create New. C'est en anglais, mais tu peux le mettre aussi... ça a l'air d'être un peu hybride, là. C'est comme les applications au Québec. Tu as un peu de français, un peu d'anglais souvent. Là. Ouais, accueil puis create new. Ouais, exportation, reconnaître, create. C'est ça, c'est comme ça. You're gonna rire.
Puis et tout, il faut mettre un titre. Je ne sais pas c'était quoi ce document-là, Eric. Peut-être que. C'est-tu le- le registre juste l'appeler notarié document, de c'est- mariage, je document de pense? mariage. Bon, un titre, on peut le changer après, c'est pas vraiment C'est bon. mariage. Puis on a juste à faire un browse de nos fichiers. Puis bon, on va aller à ton. Paléo, Eric. Et puis nos trois. On va faire clic, on va faire CTRL-clic, puis choisir juste ce qu'on veut. Puis on fait ouvrir. Alors, il nous met nos documents. On fait juste à faire envoyer. Puis ça s'en va en Autriche. En première classe, là, avec tous les services. Il y a comme à peu près 2 MB par fichier, là, puis Ouais, c'est ça. c'est quand même rapide. Bon, là, il faut qu'il fasse sa petite poutine puis mettre ça à la bonne place là-bas. J'imagine qu'ils font un certain processus. C'est-tu bien long? C'est ça. Fait qu'il y a une job qui part dès qu'on là, elle dit qu'elle est running, la job. On peut regarder aussi ouvrir le. Bon. Oui, là, il est terminé. Okay. La job est finie. C'est pas vraiment long, finalement. Non, ben, hier, ça dépend. De temps en temps, c'est long. Ça dépend combien il y a de gens qui le font en même temps, genre. C'est ça. Fait que là, j'ai mes 3 documents, 3 images qui sont rendues là-bas. Puis ensuite, on fait quoi avec? Ensuite, ça, c'est. OK. Bon, on va juste regarder le document en question. Ça, c'est un document qui est plus ou moins bon. Parce qu'il y a justement de l'encre passée au travers. L'écriture est plus ou moins difficile à lire, mais du fait qu'il y a autre chose dans l'autre sens, on a de la misère même à voir les mots. Pour comprendre l'écriture, qui est une difficulté, ensuite, il faut séparer le bon du mauvais. Ça fait que ça devient c'est exponentiel. Ben, ça fait aussi de la distorsion pour le modèle. Ouais. C'est ça. C'est du bruit, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait qu'une fois qu'ils sont chargés, soit qu'on peut en faire une page à la fois, ou on peut faire les 3 pages d'un coup. J'imagine que c'est un document de 800 pages. Je t'en fais une pour voir si ça marche avant de le faire au complet. Ben, en fait, c'est ça. C'est en plein ça. C'est que c'est un gros document. Il y a plusieurs modèles. Fait qu'il faut vraiment que tu peux essayer une page avec différents modèles. Puis, tu peux essayer différents modèles sur la même page. Puis, tu as des différentes versions de documents que tu peux regarder puis décider laquelle prendre en finale. Ah, c'est bon. Fait que, c'est ça. Fait qu'on a juste à faire le petit bouton ici qui est reconnaissance. Bon, ça nous amène à cette page-là qui est toutes ce que je parlais tantôt, les modèles. Là, on va voir mes modèles à moi, surtout. Ben, en fait, c'est mes modèles préférés. Tu peux sélectionner les modèles et dire, bon, ça, c'est mes préférés. Puis tu peux les retrouver facilement, là. Ou tu vas dans les modèles publics. Il y en a, tu vois, 257. Quand même. Puis, ce qui est plus facile, c'est moi, je prends un filtre et je mets la langue française. Oui, c'est ça. Puis moi, puis mon groupe, on a créé 3 modèles qui sont maintenant publics. Cool. Notaire montréalais. Le modèle Basset, qui est affiché là, Basset. Oui, qui est un notaire, là. On a presque tout le monde qui nous écoute a déjà eu un document. En fait, un de leurs enfants qui ont fait signer un document par Basset. Puis Basset, ben, il était fait avec, bon, si on peut voir les détails, bon, ça l'explique un peu comment est-ce que c'est, de où ça vient, comment c'était fait. Ah, c'est cool. Ouais. C'était beaucoup de travail, j'imagine, pour monter ça. Oui. C'est ça. On fait, comme je dis, je fais de la transcription avec un groupe de tous les premiers notaires montréalais du 17e siècle, 1600, bon. Fait que oui, on travaille pas mal fort là-dessus. Puis ce modèle-là, il était fait avec 2100 pages.
En fait, il était fait avec les 600 premiers actes de Basset. Quand même. C'était un modèle avec 180 000 mots, je pense. Ça fait que c'est assez, je pense qu'il est rendu assez performant. Fait qu'il y a Basset, il y a Moog, qui est un autre notaire. Lui, on l'a fait avec un peu moins de mots. Il y a juste, combien cette page? Il y a 800 pages, quand même. 800 pages à corriger. C'est quand même beaucoup. Là, si je comprends, c'est que faut avoir les pages, mais il faut avoir le texte informatisé qui correspond à ces pages-là. Donc, on a 800 pages que quelqu'un a transcrit à main. Non, ben, ce qu'on a fait, c'est j'ai parti, comme exemple, Moog, j'ai allé chercher toutes les images qui sont à la B1Q du notaire Moog. Il y en a 7000, je pense. J'ai tout téléchargé sur mon ordi, uploadé dans Transcribus. Puis j'avais des actes de fait, d'autres de mes collègues avaient d'autres actes déjà transcrits, fait qu'on a mis ça dedans, puis on a fait un modèle. Puis là, avec ce modèle-là, on a fait le premier bloc, l'acte 1 à 200 de Moog. Puis on a tout corrigé ces 800 pages-là, puis là, on a fait ce modèle-là. Quand même. C'est beaucoup d'ouvrage. C'est beaucoup d'ouvrage, oui. Puis j'en ai fait un autre aussi avec les petits notaires, que j'appelle. Ceux qui avaient moins de job, finalement. Là. C'est ça, ouais. Il y a comme 100 quelques pages chaque. C'est Clos, Mouchy, Saint-Père, Gatineau, Frérot. Fait que quand c'est le temps de transcrire un document, ben, on peut essayer un de ces modèles-là. Sinon, il faut en créer un avec 50 pages. Okay. Mais ça, on reviendra plus tard pour les modèles. Là, j'imagine, si on prend le mauvais modèle, tout ce qui va arriver, c'est qu'on va avoir un moins bon résultat. Ouais, c'est ça. Fait que, mettons, je vais prendre, c'était un notaire de Québec, je vois à peu près au pif. On essaye. Je vais prendre Clos aussi, puis une fois que tu as choisi le modèle, ben là, on a juste à débuter la reconnaissance. Ça coûte 1 crédit. Puis OK, fait que je dirais, tout ce qu'on a fait a rien coûté, même à envoyer les documents. Je veux dire, en termes de crédit, là. Oui. C'est seulement quand tu fais la transcription que ça coûte 1 euro ou un crédit. Un crédit, c'est 1 euro. OK. Fait juste à faire débuter. Dans la version gratuite, tu as un nombre quand même de crédits qui sont 900 par mois. C'est à 100, je pense qu'ils vont changer à 50, mais je ne suis pas certain. Fait que c'est 50 ou 100. Ben, 50 pages dans un mois, là, quelqu'un qui essaie ça, c'est quand même bon. Là. Ça. Fait que là, il est en train de le faire, sa transcription. C'est joli. Ah, voilà, c'est fait. Quand même. Une fois qu'il est transcrit, il y a toujours ce qu'on appelle en anglais le layout ou la mise en page. Des fois, il ramasse des choses qu'il ne devrait pas, là. OK, ouais, des trucs qui seraient pas. Ça vient de l'autre page. Là. La ligne qui est en haut, qui est de langue passée au travail, ben là, il a trouvé une ligne, là. Est highlightée présentement en orange, là. Ouais. Ça, dans le fond, c'est l'autre page, on ne la veut pas, on peut l'enlever. C'est ça. Fait que, on peut juste aller éditer puis imprimer la ligne. Ah, OK. Des fois, là, on peut voir qu'en bas, il y a comme traduit, puis là, ça l'a supprimé la ligne. C'est la cochonnerie que j'appelle. OK. Fait que si on regarde ici, il y a une petite ligne ici, entre deux lignes. 3. Ben, ça aussi, il a ramassé ça. Fait que c'est tout ça qu'il faut un peu nettoyer. Des fois, il y en a un autre ici. C'est le fun avec l'highlight, on se demande pas c'est quoi qu'il est en train d'essayer de faire. C'est ça. Puis là, la première ligne, ben, pour une raison quelconque, il l'a coupé en deux. Fait qu'on peut les merger, les fusionner. Bon, peut-être. Clic. Puis M. Fait que là, elle est devenue une ligne. Et comment tu as fait pour faire la fusion? Tu as sélectionné les deux? Tu sélectionnes les deux, puis tu payes sur M pour le merge. OK. Il y a un aide qui est
trois petits points ici, aide, puis ça, raccourci du clavier, aide, c'est tout assez bien documenté, l'aide. Fait que, c'est sûr que, bon, dans la partie layout, il y a toujours on peut définir des zones de texte. Si, mettons, on a un acte d'une personne puis un acte d'un autre, bon, on pourrait mettre deux zones puis séparer ça, là. C'est juste, c'est toujours la mise en page. Puis bon, fait que il y en a encore une couple plus loin, là, mais quand tu as un document qui est pas beau, ben ça génère des choses comme ça. Ouais, ça fait plus de job. Ouais, c'est ça. C'est plus. Fait qu'il faut nettoyer tout ça pour pour éliminer les choses qu'il a essayé de transcrire, mais que c'était pas bon par terre. Là, on est dans un document, là, j'imagine, niveau 201, là, quand même. Là. C'est pas un simple document, là, parce que justement, c'était écrit par-dessus à l'envers. Ouais. Puis ça fait, ben, comme je disais, ça fait beaucoup de bruit de fond. Fait que si on regarde la première ligne, le futur époux, ben, le futur il l'a pris, époux il a mis Annie, après ça, Adoué et Doux. Ben, il y a Adoué, il l'a eu, mais et Dan, bon, la future. Ça fait une transcription qui est bon, avec beaucoup d'erreurs, en fait. Ouais, moi, je vois Yann, puis je pense qu'il a hâte là, d'aller décortiquer un peu plus ce document-là. Mais si je regarde un bout qui est plus beau, qui n'a pas moins de bruit de fond, ben la bague et joyaux là, je sais pas trop c'est quoi celui-là. Puis bon, sera permis à la future épouse, bon. Le résultat, il est moyen. C'est à cause que le modèle était moins adapté? Ouais, c'est ça. C'est ça. À ce point-là, on peut-tu changer de modèle puis avoir un meilleur résultat? On peut essayer un autre, oui. Je pourrais dire, bon, ben, commencer à sauvegarder ce que j'ai fait. Lui, il va se souvenir des zones que tu as mis dedans? Aussi, dans la petite horloge qu'il y a à droite complètement, dans la ligne bleue. Ah, c'est pour revenir en arrière? Ouais, c'est ça. Fait que je pourrais dire, ben, je veux la version d'avant, je clique dessus, ou je veux cette version-là, ben, je mets celle-là en premier, puis c'est elle qu'on va prendre. Aussi, je peux dire, bon, ben, je vais fermer ça. Je vais essayer un autre modèle. Puis là, quand on essaie un autre modèle, il va se souvenir des zones, puis il va continuer on continue le travail, on ne fait pas recommencer. Non, ben, il en fait un autre par-dessus. Fait que, oui, vraiment, il écrase, ben, il écrase. Il en fait un autre. Fait que si le dernier, tu ne l'aimes pas, ben, tu peux revenir à l'avant-dernier, puis c'est lui en premier. Ah, c'est bon. Oui, c'est assez bien fait pour ça. Je pourrais dire, bon, ben, je vais retourner à mes modèles publics, puis mon langage. On pourrait dire, ben, on peut prendre, il y a aussi un gros, French Model 1. Ah, c'est pas un géant, mais je l'appellerais peut-être semi-géant. 1 933 000 mots. Avec 2 millions de mots environ, là. Fait qu'on pourrait débuter la reconnaissance avec celui-là. Là, il va le faire. Fait que c'est ça pour quand on a un document, c'est sûr que c'est bon d'essayer une page avec différents modèles, surtout quand on n'a pas le modèle du notaire en question. Puis on les aura pas pour toutes, il y a tellement de notaires. L'écriture était relativement standardisée, fait que souvent, même si c'est pas le même, j'imagine qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose. Mais il y a des notaires qui écrivaient petit, d'autres qui écrivaient gros, d'autres qui étaient plein d'abréviations. Je pense à Edemore. Bon, là, il a terminé avec ce modèle-là. Si on voit la première ligne, bon, le futur époux David, bon, la somme de 500 chelings de la province. C'est quand même bon, là, je veux dire. Ouais. C'est pas parfait, mais ça donne
C'est ça, Ouais. ça. Je comprends beaucoup mieux ce qui est écrit que d'essayer de comprendre le document. Ben, des fois aussi, ça te donne des indices. Oui. Tu décodes pas le mot, mais tu regardes ce qu'il a trouvé qui n'est pas tout à fait ça, puis tu dis, c'est telle affaire. Ça t'aide aussi. Souvent, ça m'a aidé, moi, à trouver des mots que, bon, t'arrives à lire difficilement, tu penses, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça, tu regardes ce qui est écrit, ah oui, c'est vrai, c'est ça. Ça l'aide, même s'il n'est pas bon, mais c'est sûr que ça donne la base. Fait que tu as juste à aller puis corriger. Tu sais, on peut aller ici, je commence au début, le espace futur, là on continue, époux avec un X, puis là, un espace, puis on continue comme ça, là. Lui, il va se rappeler de ça, j'imagine. Ouais. Puis quand il va reconnaître cette écriture-là, ça va l'aider à dire c'est époux avec un X ou. Ben, il faudrait faire un modèle avec. OK. C'est juste pour nos transcriptions, c'est juste pour nous autres. OK. Et là, mettons, on prend d'autres pages du même notaire qui n'ont pas passé au travers puis qu'on est capable de lire. On pourrait mettre le temps de faire un modèle. C'est ça, je voulais regarder ici, là, bague et joyaux. Permis à la future épouse, advenant de dissolution, elle la présente. C'est pas mal bon. Oui. De l'accepter ou de et de renouveler celle en cas de c'est continué comme ça. Là. Fait que oui, c'est pas mal bon. C'est sûr que, comme je disais, il y a un peu de ménage de layout à faire de temps en temps parce que je regarde cette ligne-là, 21, c'est de la cochonnerie qui a ramassé entre deux lignes. C'est ça. Puis ce que je veux dire, là, parce que on regarde le document, là, puis j'essaie, puis je peux passer 20 minutes, je ne vais rien comprendre. Là, on a passé 2-3 minutes, puis on n'a pas une transcription parfaite, mais je suis capable de comprendre ce qu'il dit, là. Ouais. Ça va donner une idée, une très bonne idée. C'est un modèle qui est. Les images ne sont pas tellement belles aussi. Là. C'est ça. Ouais, puis c'est parce qu'on en a un plus difficile. Là, mettons, on prendrait un document plus simple pour avoir un exemple différent. Je vais montrer les oui, c'est ça. Comme on a vu, c'est un super bel outil, c'est pratique. Là, c'est un document vraiment extrême, là, parce que l'écriture est tout croche, puis l'encre est passée au travers. Là, je pense que c'est pas mal le summum de la difficulté. Là. En plus, il faut comprendre les mots, puis comprendre l'écriture. On a une multitude d'effets qui fait que c'est compliqué. Puis malgré ça, avec 2 ou 3 tentatives, on a vraiment un gros coup de main là, pour nous aider à trouver. Là. On peut pas passer au travers du document comme ça tranquillement. C'est pas parfait, ça va pas donner une transcription automatiquement 100% bonne, mais c'est vraiment un bon outil pour nous aider. Mais ça, c'est un document qui est extrêmement difficile. Quand on a un document qui est juste normalement difficile, on a des meilleurs résultats encore. Oui, tout à fait. Puis bon, on a fait une entrevue là, d'environ 1h30 avec Jean-Luc. On vous montre une partie là, de son tutoriel, mais on a fait aussi des documents par la suite qui étaient un petit peu plus évidents, puis on a eu des meilleurs résultats. L'entrevue sera disponible là, prochainement. Là, l'entrevue complète sera disponible prochainement. Mais moi, s'il y en a un que je pense qu'il aurait aimé ça utiliser Transcribus, c'est Paul Lavigne, quand on faisait des comités de recherche sur le 150e de Saint-Lazare de Vaudreuil, il m'expliquait qu'il avait passé à travers tous les procès-verbaux là, de la ville depuis les débuts de la ville. Puis bon, un travail de moine. Un travail de moine. Puis bon, vous comprenez qu'en 1880, il n'était pas dactylographié. Là, c'était le greffier là, qui écrivait ça, puis qui écrivait le procès de qu'est-ce qui s'était passé là, durant l'assemblée. Puis bon, donc je suis pas mal certain que Paul aurait aimé ça, là, utiliser Transcribus. Puis bon, parlant de l'histoire de Saint-Lazare, poursuivons avec justement les débuts de l'histoire de Saint-Lazare. Et puis Saint-Lazare est venu comment là-dedans? Là, on a ainsi de suite. Qu'est-ce qui a fait que Saint-Lazare, éventuellement, faisait plus partie de Vaudreuil? OK, excellente question. Fait
À ce moment-là, il faut se mettre en contexte, on avait ouvert 5-6 concessions dans le temps qu'on faisait partie de Vaudreuil. La Côte-Saint-Charles, la Côte-Saint-Louis était la première, la Côte-Saint-François qui était la prolongation un peu de la Côte-Saint-Louis, la Côte-Saint-Charles. Alors ça, c'est les premières qui ont eu développé. Côte-Saint-Charles étant principalement anglophone, Côte-Saint-Louis, Côte-Saint-François francophone. Ensuite, on a ouvert le chemin Saint-Angélique, le chemin Lotbinière, qui menait à la gare de train un peu, qui était située au bout du chemin Saint-Louis à ce moment-là. Fait qu'on avait un peu ces 5 concessions-là, ces rangs simples, ces rangs doubles-là qui ont ouvert. Et comme n'importe quel moment, à ce moment-là, la raison principale d'une création d'une paroisse ou d'une ville, c'est la distance de l'église. Alors maintenant, Saint-Angélique, Lotbinière, on parle de 8-9 km pour se rendre à l'église Saint-Michel de Vaudreuil, qui était rendue pied ou en cheval. À cheval. Alors, on parlait d'1h30, 2 heures quand il faisait beau. On installait à ce moment-là des croix de chemin. Alors, des croix de chemin, c'était un alternatif. C'est ça, que le curé permettait de dire, bon, mais si vous n'êtes pas capable de vous rendre à l'église, rendez-vous au moins à la croix de chemin, faites vos prières là, et pour nous, ça va fonctionner, mais assurez-vous qu'une fois par mois, par 6 semaines, vous vous rendez à l'église, et c'était devenu relativement difficile à cause de la distance. À l'été 1875, on fait la demande à l'Église de Montréal, on était sous la juridiction de Montréal à ce moment-là, de pouvoir créer une nouvelle paroisse à Saint-Lazare. Là, celle-là, on la nommait pas Saint-Lazare, une nouvelle paroisse qui nous permettrait justement de raccourcir le moment d'aller à l'église et de se rendre à ce moment-là. Et la décision est rendue à la fin décembre 1875 et on nomme la nouvelle paroisse Saint-Lazare et qui va être établie au village comme tel, comme on dit, sur les terres qui appartenaient à Jean-Baptiste Poudrette dit-Lavigne, sur la route Saint-Angélique, directement au village, et on commence la construction de l'église dès 1876, à partir du moment où est-ce que ça a été créé. Moi, j'étais un peu curieux, là. Moi, j'ai des ancêtres qui viennent de la Beauce. Puis en Beauce, il y a une ville, une paroisse qui s'appelle Saint-Lazare. Comment ça se fait qu'on a des dédoublements de noms comme ça dans nos paroisses ici au Québec? On précisait que... ne parlait pas? Non. Celle-en-Beauce, c'est bien Saint-Lazare de Bellechasse. Oui. Et ici, c'était Saint-Lazare de Vaudreuil. Alors vraiment, on mettait une particularité. J'imagine qu'on n'était pas super original dans le nom des saints et que Lazare était quelqu'un qui était hautement reconnu par l'Église catholique à ce moment-là, puis on en profitait. Alors, en mettant l'acronyme par la suite, Bellechasse ou Vaudreuil, bon, on était capable de séparer les deux. Mais encore aujourd'hui, on a encore des problématiques où est-ce que quand tu parles à quelqu'un de Saint-Lazare ou tu googles Saint-Lazare, tu vas tomber sur Saint-Lazare de Bellechasse puis tu trouveras pas la bonne place que tu cherches à ce moment-là, dépendant que c'est fait. Alors, faut toujours faire attention là, quand on le nomme, mais... On en a d'autres dans la région. Il y en a qui ont changé. On a très Saint-Rédempteur parce qu'il y avait un autre Saint-Rédempteur puis qu'il fallait changer un peu. Oui, le rendre plus pieux, s'il vous plaît, qu'un très Saint-Rédempteur. Ouais. Il est plus saint que les autres saints. Il est très saint. Peut-être nous expliquer justement pourquoi qu'on a choisi Saint-Lazare là, comme nom, mais juste peut-être préciser avant qu'est-ce que Yann on parlait là, qu'est-ce qu'il disait sur les noms de paroisses qui pouvaient en avoir deux, c'est que des fois, ce qui arrivait, c'est la journée où est-ce qu'ils ouvraient la paroisse, ben c'était la journée de Saint un tel, fait qu'ils ont nommé la paroisse, puis là, bon, comme qu'on a 1500 villages, à peu près 1800 villages paroisses au Québec, ben divisé par 365, ça se peut qu'on tombe 2 fois là sur le même nom, mais dans le cas là, de Saint-Lazare, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à ce nom-là? C'est le choix du chanoine dans ce temps-là. C'est lui qui avait décidé, qui trouvait que c'était un saint qui était reconnu, qui était admiré, qui était aimé par les gens. Alors lui, automatiquement, quand il est arrivé à ce moment-là, il a décidé que c'était le choix qui était pour être et ça finit par être son choix. Et c'est à peu près ça. Il n'y a pas plus d'histoire, oui. J'aurais aimé ça vous conter quelque chose de romantique ou quelque chose d'historique, etc. Non, c'est uniquement le choix de l'Église à ce moment-là qui ont décidé, bon, ben, on nomme ça Saint-Lazare et c'est ça. OK. Là, je vois de mémoire, ben, si ma mémoire est bonne, je pense que le premier baptême dans la paroisse, c'est un Lazare Lauzon.
si ma mémoire est bonne, là. Tu parlais tantôt de ton ancêtre Jean-Baptiste Poudrette dit Lavigne, qui était un des fondateurs là, de la paroisse de Saint-Lazare. Sinon, sans nommer là, les 190 familles, là, c'est qui là, les grosses familles qui sont à Saint-Lazare à ce moment-là? Alors, les familles, à ce moment-là, comme on dit, on avait les familles anglophones, francophones. Francophones, la majorité sont encore présents aujourd'hui. Alors, quand on va parler d'une famille, que ce soit les Brunet, les Campeau, les Castonguay, les Charlebois, les Chevriers, on a en masse, les Gauthier, les Daou, les Denis, les Lecomte, les Leduc, les Ménard, qui sont très présents, Roson, comme on dit, de différentes souches. On dirait que tu es en train d'énumérer les élèves qui étaient avec moi au primaire. Ben, c'est pas compliqué, c'est tout. Puis encore aujourd'hui, on a des gens qu'on connaît qui sont des deux côtés, qui ont des parents Ménard et des parents Castonguay ou des parents Terriens, etc. Côté anglophone, on avait les Simpson, on avait les Wilson, on avait les Cameron, les Hodgson, beaucoup, Lancaster, Parsons, Taylor, Jones, etc. Alors, toutes ces familles-là qu'on retrouve encore aujourd'hui dans notre région, alors sont présentes ici. Il y en a qui sont maintenant rendus francophones avec ces noms-là. Ils ne sont pas tous restés anglophones. Il y en a beaucoup qui sont encore anglophones. Non, en effet, ouais. Sinon, tantôt, tu parlais là, des chemins de Sainte-Angélique. Comme on disait, on est un peu enclavé, on n'est pas proche sur le bord là, d'une rivière. C'est quoi les commerces, c'est quoi les chemins au début là, de Saint-Lazare? C'est quoi les chemins qui vont amener à Saint-Lazare? Puis c'est quoi l'activité économique là, de la région, de la paroisse en particulier? Excellente question. Alors, c'est l'agriculture. C'est pas compliqué. Les terres sont très fertiles. On a une terre très sablonneuse ici. Il n'y a pas de glaise. La qualité de l'eau est exceptionnelle. Pas comme à Vaudreuil. Non. On est sur le sable. Partout est sur le sable. C'était, on dirait, un ancien désert ici. On avait des lacs un peu partout qu'on a renfloués au cours des années. La nappe phréatique est très élevée un peu partout, ce qui fait que les sols sont très fertiles. On avait sur Saint-Louis, alors la côte Saint-Louis, la côte Saint-Robert, si on veut, les terres de chaque côté, c'était un rang double. Et la même chose avec la côte Saint-Charles, un rang de chaque côté. L'agriculture, c'était principalement ça à ce moment-là. Sainte-Angélique allait rejoindre la côte Saint-Charles éventuellement, et à l'autre bout de Sainte-Angélique, le village après le village, on appelait ça la continuation. Fait que Sainte-Angélique arrêtait, mais dans le champ, on faisait une route de terre, si on veut, qui nous amenait à l'autre bout, où est-ce qu'était le chemin de fer, qui était ce qu'on appelait Saint-Lazare Station à ce moment-là, qui était un peu la fin du chemin Saint-Louis, chemin Saint-Emmanuel, Lotbinière, qui se rencontrait un peu dans ce coup-là. Fait que les rues étaient un peu disparates, se rencontraient des fois avec un chemin de terre, mais on dirait que tout s'était développé individuellement un de l'autre et sans cohérence, sans vraiment de direction. On avait une hôtel, les hôtels étaient particuliers. Encore les hôtels, les magasins généraux, c'est là où est-ce que les gens allaient. Alors, sur la côte Saint-Louis, on en avait un ou deux à la station près du train, qui était logique. Les gens débarquaient du train, des fois on restait à l'hôtel. Et au village, il y en avait un ou deux au village également. Fait qu'à tout moment, à partir des années 1875-80, on roulait toujours avec 3, 4, 5 hôtels à Saint-Lazare, à ces trois endroits-là vraiment séparés. Une fois que l'église va être construite dans le milieu des années 1880 terminée, là, on va avoir 2 ou 3 hôtels, magasin général au village. Et un peu moins, celle de Saint-Louis va continuer, mais va végéter quand même un peu plus, là, va prendre un peu moins d'importance. Ou est-ce que là, maintenant, tout se développait au cœur du village à ce moment-là? Saint-Louis était limité dans qu'est-ce qu'il pouvait faire. Une fois que les terres étaient exploitées, ben, il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire dans ce sens-là. Puis comme tout le monde venait au village pour essayer de développer le centre-ville, le village, si on veut, ben, la route ou la côte Saint-Louis a perdu un peu de son importance à ce moment-là.
la station, elle, s'est développée. Station de train s'est toujours développée, mais encore là, d'une façon limitée. On parle de 3, 4, 5 commerces dans à proximité de la gare de Saint-Lazare, et c'est à peu près tout. Le reste, vraiment, se faisait au village, mais il y a une raison en particulier pourquoi ce qu'on appelle le livre du 150e, Patience vaincra. Le développement de Saint-Lazare a été extrêmement tranquille sur une période de 90 ans. Jusque dans les années 1960, les 3 pôles, si on veut, de Saint-Lazare se sont développés, mais à un rythme tellement lent qu'on voyait vraiment pas une façon de croître. Tant que Vaudreuil, Hudson, puis toutes les autres villes qui étaient à proximité de l'eau, qui avaient beaucoup plus d'intérêt pour les gens, une fois que ceux-là ont terminé de se développer, là, mais les gens sont venus à l'intérieur des terres et on a commencé tranquillement pas vite à agrandir Saint-Lazare. Mais ça l'a pris très, très, très longtemps avant qu'on commence vraiment à voir le développement de Saint-Lazare comme qu'on le connaît aujourd'hui, là. D'ailleurs, le train, là, en quelle année le train est arrivé? Fin des années 1860, 70, 80 dans ce bout-là. Alors, tranquillement, pas vite. On était sur la route qui menait entre Montréal et Toronto. Fait que là, ça devenait un arrêt à ce moment-là, un arrêt important pour les marchandises. Autant les marchandises qui venaient de Montréal, qui arrêtaient à Saint-Lazare, que ceux qui venaient de l'Ontario et qui débarquaient à Saint-Lazare à ce moment-là, qui était un point. Alors, la gare était une des gares les plus importantes à la fin du 19e siècle, là. Saint-Lazare était très important. Et également pour des passagers, on avait des lignes directes qui nous amenaient à Montréal, un peu moins à Toronto, parce que le besoin n'était pas là, mais les gens qui allaient à Montréal prenaient le train de Saint-Lazare pour se rendre à Montréal d'une façon régulière. Ballons ancêtres, autour d'un feu, les voix du passé. Vivement en nous, de Québec à Trois-Rivières, voyons cet héritage qu'on porte en nous. Écoutez nos histoires riches de vive voix. Ouais, ben ça fait pas mal de patronymes qu'on connaît, ça, Yann, hein? Ah oui, tous les noms qu'ils disaient, c'est tout du monde que j'ai eu dans mes cours, là, plusieurs au primaire, mais vraiment beaucoup au secondaire. Là. Je sais pas pour toi, c'était pas de la même année que moi, là, mais assisté, en tout cas, tous les noms qu'il a nommés ont été plusieurs fois avec différentes personnes dans ma classe, dans un de mes groupes, là, pendant tout mon secondaire. Oh, oui, c'est sûr. Des chevriers, des rosons, on en connaît tous. Mais non, c'est ça, c'est quand même impressionnant de voir que, tu sais, ça fait quand même au-dessus de 100 ans, là, la ville qui a commencé à 150 ans cette année. Puis tous ces patronymes-là qui étaient là au tout début sont tous encore là. Même les noms anglais. Tu sais, Hodgson, là, on en a encore, puis ils sont rendus francophones, on en a encore avec nous autres là, dans la région. Là, 150 ans plus tard, les gens sont encore présents. C'est quand même impressionnant. Parlant de colonisation, ben, s'il y a de quoi qui a aidé à la colonisation, hein, ben, c'est bien le développement du train au Québec. Puis bon, on accueille Philippe Aubry en deuxième partie pour nous expliquer qu'est-ce qu'on transportait dans les trains au début. Puis qu'est-ce qu'on transporte durant cette époque-là, au début, là, à part des passagers, là, j'imagine, mais quelles marchandises qu'on transporte? Pour répondre à cette question-là, il va falloir que j'aille un peu plus loin aussi dans l'histoire. Généralement, dès qu'on parle de train, on parle d'industrialisation. Au départ, c'est justement transport de passagers, peut-être un peu de marchandises, mais les endroits où il y avait des trains, il n'y a pas d'industrie vraiment. C'est plus tard. Pour le monde? Oui, c'est plus tard quand on va construire, justement, quand les voies ferrées vont s'imposer à partir des années 1860-1870, que là, ça va devenir un facteur important pour tout type de transport par rapport aux industries. Tu sais, principalement, ce que j'ai remarqué dans mes recherches, le bois, c'est un matériel qui est souvent transporté parce que le train peut venir compenser pour le fait qu'il n'y a pas de rivière dans certaines régions où on faisait de la drave. Ouais. On peut utiliser les voies ferrées pour transporter la matière première puis la descendre vers les moulins à scie puis vers les marchés finalement. Pour ce qui est de Montréal, c'est une ville qui va s'industrialiser rapidement parce qu'elle devient un peu le point central des voies ferrées au Canada à ce moment-là. Puis je vous dirais pas pour rien. Il faut savoir que à Montréal, la compagnie du Grand Tronc, qui est fondée dans les années 1850 à partir de la compagnie de Montreal and Lachine Railway, cette compagnie-là, c'est la première qui va construire un pont au-dessus du fleuve Saint-Laurent pour justement permettre aux trains
d'aller partout, de connecter Montréal avec complètement le reste du continent, avec les États-Unis, hein, parce que là, je vous disais, la voie ferrée de la prairie Saint-Jean se rend aux États-Unis. Éventuellement, elle va être allongée beaucoup plus dans le pays, puis ça ne sera pas la seule. Mais le Grand Tronc réalise un exploit en construisant le pont Victoria, qui est inauguré en 1859. Et puis qui existe encore maintenant. Qui existe encore maintenant parce qu'évidemment, il a été transformé, il a été restauré aussi, mais c'est quand même formidable que ce pont-là, ce soit le premier lien de Montréal, puis qu'encore aujourd'hui, ben, ce pont-là est là pour témoigner de cette époque-là où le train était le principal moyen de transport en Amérique du Nord. La preuve, c'est que le premier pont Victoria, c'est juste le train. Oui, au départ, c'était le train, puis éventuellement, ils ont fait d'autres choses avec. Exactement. Puis tu sais, le pont de Québec aussi, c'était la même chose. Le pont de Québec, ça, c'était un pont juste de train au départ. Oui, originellement. Ouais. C'était une merveille de développement. L'empattement du pont de Québec, c'est un pont cantilevé. C'est encore maintenant le plus long pont cantilevé au monde. Mais c'était le premier ouvrage d'ingénierie. Au début, il voulait le faire par un ingénieur américain. Ça s'était effondré. C'était le premier ouvrage d'ingénierie canadienne. Puis, en termes de génie, d'ingénierie, c'était on bat les Anglais dans le engineering british qui était reconnu en faisant un pont plus long que leur plus long pont. Puis ça a été le début de la reconnaissance de l'ingénierie canadienne. Oui. Puis à côté, on a le pont Champlain qui était fait des années 60 puis qu'on a déjà changé. Oui, effectivement, c'est ça. Ça, c'est un autre débat là, qui touche à l'histoire des routes, des infrastructures. Mais pour revenir à la marchandise, une autre chose que j'ai remarqué, mis à part le bois, ça va aussi beaucoup servir pour le minerai. Ben oui, les mines. On a beaucoup de mines. Exactement. Il y a énormément de mines sur le territoire. Puis généralement, ben, à l'époque, il faut penser, étant donné que c'est le seul moyen de transport viable pour des grandes distances, le train, c'est un peu comme l'industrie du camionnage aujourd'hui. Oui. Donc, au fur et à mesure que ça se développe, ben, tu peux transporter à peu près ce que tu veux selon les besoins. En général, partout où il y a de l'industrie, il va y avoir un embranchement de chemin de fer qui va se connecter à une ligne principale d'une des grandes compagnies pour permettre de déplacer la marchandise. Et puis même un peu plus tard, là, on saute un peu dans le temps, le train, ça va être immensément populaire, je vous dirais, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Mais entre 1900 et 1920, il y a énormément d'endroits au Québec où il y a des chemins de fer privés juste pour des compagnies qui vont se permettre de déplacer. Puis généralement, c'est ça va être pour des compagnies forestières ou même des mines. Puis, j'ai des petites anecdotes comme ça, mais par exemple, en Outaouais, ceux qui connaissent la ville de Thurso, d'où est né Guy Lafleur, ben, il existe un chemin de fer privé pour la compagnie des machines à coudre Singer. Cool. Ouais, la compagnie a des concessions forestières dans le secteur tout au nord de Thurso. Ça va jusqu'à Duhamel, mais dans la réserve faunique de Papineau-Labelle, ça va quand même assez creux. Et puis à partir de 1925, les rails sont posés dans ces régions-là et le train connecte en bas à la ligne principale du Canadien Pacifique. Et puis, ce train-là sert exclusivement au transport du bois de la compagnie, mais des fois, ils le mettent en service pour transporter. Les gens peuvent embarquer dedans de ce secteur-là puis s'en servir. Mais c'est un chemin de fer privé. À Nominingue, une petite municipalité dans les Hautes-Laurentides, ben, même principe, il y a un entrepreneur qui va avoir son chemin de fer à lui pour l'industrie forestière et lui utilise un gabarit qui est plus étroit que le standard. C'est un mini chemin de fer. Et puis lui aussi, il le met à la disposition des gens, c'est un peu comme une attraction là, le dimanche. C'est une façon de rentabiliser le temps parce que tu ne te sers pas, j'imagine. Exactement, mais c'est le genre de choses qu'on voit un peu partout sur le territoire. Puis aujourd'hui, ça fait un peu drôle de penser à ça, mais à l'époque, c'est logique puisqu'on n'a pas vraiment d'autres façons de transporter les gens, la marchandise rapidement sur des grandes distances. Tu sais, c'était une vraie révolution, le train, quand c'est arrivé. Oui, parce que prendre une diligence ou quelque chose dans le genre pour se déplacer, là, c'était pas le même job. Exactement. On parle de voyages qui pouvaient prendre des jours au mieux quand tu n'avais pas des pépins. Tandis que le train, quand on a consolidé vraiment, au départ, c'est très embryonnaire. Comme je l'explique, c'est des exemples à gauche, à droite, des petits chemins de fer d'une vingtaine de kilomètres ici et là. Mais à partir des années 1860, puis surtout 1870, on va construire vraiment des
plus grand réseau de chemin de fer. À ce moment-là, les compagnies consolident leur avance. Puis, c'est ce qui va construire le pays qui devient le Canada. On s'entend, le Canada, ça devient un pays en juillet 1867 sur la promesse du chemin de fer. Toutes les provinces qu'on va dire venez dans le Canada, on leur fait la promesse si vous signez la Confédération, la Constitution de la Confédération, on amène le chemin de fer chez vous pour unir le pays. Avant de parler de la Confédération, on va y revenir plus tard. Revenons au transport de personnes. Puis revenons un peu en arrière. Là, dans le temps, tu parlais d'une jonction là, jusqu'à Rouse's Point, là, à la frontière des États-Unis. Puis j'imagine que ça sera pas si long que ça avant qu'on poursuive un chemin vers les États-Unis qui, j'imagine, va aider à l'exode des Canadiens français là, vers les industries américaines. Oui, ben effectivement, Éric, tu as raison. D'abord, l'exode rural commence avant que le train arrive. À partir des campagnes, on se rend vers Montréal. Si à Montréal, il n'y a pas de place, on n'est pas à une très grande distance en traversant le fleuve de la frontière avec les États-Unis. D'ailleurs, le curé Labelle, quand il était curé dans les paroisses limitrophes, était témoin de ce déplacement de Canadiens français. Mais c'est écrit, les historiens en parlent, le train, le fait qu'il y ait une liaison entre Montréal et l'État de New York, à l'époque, vient augmenter la facilité de traverser vers les villes américaines où, à ce moment-là, il y a déjà des communautés, les petits Canada, qui sont installés. Donc, ça fait juste aggraver le problème, hein, le phénomène. Et ça, lorsque j'ai fait les recherches pour l'émission qu'on fait aujourd'hui, c'est même allé jusqu'à partir dans les années, tu sais, le phénomène va jusqu'à les années 20. 1920-1930. Et encore à ce moment-là, c'est mention que les gens utilisent le train pour traverser aux États-Unis. Ben, c'était sûrement la façon la plus rapide. Là. Il y avait pas... Ça coûtait pas cher non plus. Et puis, je trouve ça drôle parce que moi, il y a quelques années, on regardait pour aller à New York, les choix que tu avais, tu ne peux pas vraiment prendre le train. Montréal-New York se faisait pas en ligne droite il y a quelques années en train. Puis pourtant, c'était un des axes originaux de développement. Là, ça fait étrange. Oui, effectivement, mais ça, justement, l'histoire récente, on va en parler plus tard, puis on voit qu'est-ce qui arrive au train, puis on voit l'impact que ça a aujourd'hui, malheureusement. Est-ce que ça va nous ouvrir? Oui, on envoie des gens, on les envoie pas, mais ils se sauvent vers les États-Unis. Est-ce que ça va aussi nous ouvrir des marchés vers les États-Unis? Forcément. Moi, je te dirais, pour résumer vraiment brièvement, Montréal a atteint sa position de métropole canadienne par le fait que d'abord, elle est connectée par les réseaux hydrographiques avec les États-Unis, mais avec le train, elle est connectée avec les marchés et les autres grandes villes américaines. Et donc, c'est ce qui aide l'industrialisation, justement, à pouvoir exporter énormément sa marchandise sur des marchés plus vastes que celui seul du Québec. Parce qu'on s'entend, c'est un des problèmes du Canada, notre marché intérieur n'a jamais été assez gros. Et le train a un impact à jouer là-dedans. Puis, à partir des années 1880, parce qu'on parlait tantôt le transport du bois, les États-Unis vont demander énormément de bois pour construire leur ville à partir de cette période-là, 1870 en montant, aller jusqu'à 1930. Et la majorité du bois va transiter par Montréal puis descendre aux États-Unis par les voies ferrées. Une fois qu'il est coupé, là. Ouais. Donc oui, ça l'ouvre un marché. Ça, le bois d'œuvre, c'est quelque chose qui existe encore beaucoup, même maintenant. Exactement. Oui, exactement. Puis aujourd'hui, ceux qui observent des trains, un peu comme moi, quand ça arrive dans le croisé-un, qu'est-ce qu'on voit sur les wagons des trains? On voit souvent, justement, du bois qui est tout bien empaqueté. Ça, c'est quand la marchandise n'est pas dans les containers, puis on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Sinon, aujourd'hui, il y a les voitures aussi là, qu'on voit encore qui se déplacent entre les deux pays, beaucoup par rail. Ça va amener, on parlait de l'exode, puis l'exode, on veut faire un rapatriement des Canadiens français à un certain moment donné. C'est aussi le résultat de la rébellion des Patriotes. On n'avait pas assez de terre, puis là, on voulait ouvrir des régions, on voulait ouvrir plus de terre, mais
C'était difficile à atteindre. On pense au Saguenay ou au lac Saint-Jean. Là, c'était des endroits assez enclavés. Mais là, l'arrivée du train va changer la donne. Là. Ça va faire en sorte qu'on va pouvoir prendre une expansion vers le nord. Là. Si tu pourrais peut-être nous parler un peu là, de l'expansion des régions à cette époque-là. Voyageurs aux terres de bois, ensemble au présent, guidés par le passé, d'en parlons ancêtres où tout a commencé. Ben moi, dans ce segment-là que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'il parlait là, de la compagnie Seigneur qui allait chercher là, son bois là, en Outaouais, pas trop loin de où ce que j'ai habité. Mais non seulement ça, mais j'ai aussi une machine à coudre. Moi, ma grand-mère qui est décédée de la grippe espagnole, hein, donc on parle de ça au-dessus de 100 ans, sa machine à coudre est restée dans la famille depuis. Cool. Je n'ai plus de la machine en tant que telle, mais j'ai le frame, là, le Seigneur. Puis je serais curieux de savoir si le bois de cette machine-là n'aura pas été fait en Outaouais. Hein, puis bon, il a transigé par la train privé de la machine, de la compagnie de machines à coudre Seigneur. C'est cool, ça, c'est cool. Moi, j'ai la machine, mais j'ai plus. Ma mère avait une machine Singer, mais tu sais, une qui a été faite des années 70, là, avec probablement pas le même genre de bois, là, mais c'est des vieilles machines, c'était beau, cette affaire-là. Oui, tout à fait. Alors, si vous voulez engager Philippe Aubry pour faire une conférence sur sa spécialité, sur les routes en particulier, là, bon, dans vos régions, n'hésitez pas à communiquer avec lui ou à aller voir ses autres contenus, Histoire d'un Nord. Lors de la dernière émission, Yann, tu nous avais parlé de testament. Aujourd'hui, on parle de succession. Oui. Il y a vraiment beaucoup de documents qui sont disponibles dans un dossier militaire, comme on disait, surtout pour les gens, les soldats qui sont décédés. Puis on les a séparés parce que l'un c'est avant, puis l'autre c'est comme après. Donc on va regarder ça comme maintenant. Là. Ici, le formulaire P64 en 22 février 1945. Ça, c'est la division des successions du ministère de la Défense nationale à Ottawa. Ça a été rempli et envoyé par M. Edgar Lachance de Rive Royale à Sherbrooke. Puis là, avec ça, ça met beaucoup de choses en lumière, un document comme ça. Tu vas avoir c'est qui, c'est quoi, qu'est-ce qu'il fait. Il y a plusieurs pages. Donc, la première page, répondre au long à toutes les questions applicables. Donc, parents, on n'a rien ici, parce que veuve du défunt, il n'était pas marié. Enfant du défunt, il n'y avait pas d'enfant. Père décédé, Adolphe Lachance en avril 1933, mère décédée, Victoria Poulain, en octobre 1938. Là, il y a des cases pour mettre quelques frères et sœurs. Et comme on peut voir, quand Edgar a rempli ça, il était comme, où est-ce que je vais mettre tout ça? C'était une famille normale de campagne de l'époque. Je t'ai compté que ma grand-mère, il était 18. Eux autres étaient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 avec Armand qui est décédé. Intéressant pour moi, ici, frère, en fait, je l'ai mis un trou tantôt. Floribert ici, D, 15026, Ward A1, Hôpital Saint-Anne de Bellevue. Ça dit quelque chose, l'hôpital de Saint-Anne de Bellevue? Oui, l'hôpital des vétérans, on a déjà travaillé là, justement. Oui, c'est un bel employeur, un hôpital fédéral. Il y a 2 hôpitaux de vétérans au Canada, un dans l'ouest et un dans l'est. Dans l'est, il est à Saint-Anne de Bellevue. Moi, j'ai un vague souvenir quand j'avais à peu près 8 ans. On traversait à Saint-Anne, puis mon grand-père il a dit « Ouais, j'ai déjà été à cet hôpital-là. » Moi, de même pas savoir que c'est un hôpital à l'époque. Avec du recul, j'aurais beaucoup aimé avoir pu discuter avec lui de ça, mais j'étais beaucoup trop jeune pour ça. Mais Floribert qui a passé une bonne partie de la fin de la guerre, là, on suivait mon grand-père, il a reçu des obus, là, il manquait une partie de son épaule, puis tout. Fait qu'il était à l'hôpital à ce moment-là. Je trouve ça intéressant. Là, on voit ses frères, là, Joseph, Gustave, Albert, Napoléon, Émile, Edgar. Puis ses sœurs, Corinne Isabelle, Marie-Louise, Léona, encore les frères Floribert, Raphaël, Gabriel, Adolphe. Là, je pense qu'on se fait peut-être par contre. Mais peut-être j'ai mis Gabriel à quelque part? Non.
Ah non, pas tout. Fait que là, c'est ça, c'est sa famille. Il était une quinzaine. Il y avait une équipe de baseball. Là, eux autres, tout seuls, là, c'est le baseball dehors. Là. Mm. Avec les plus vieux, là, qui étaient rendus proches à 50 ans, les plus jeunes qui venaient de passer les 20 ans, une trentaine d'années de différence. Une vingtaine d'années de différence là, entre les plus jeunes et 25 ans. Répondre au long, on a pris le nom du défunt Armand Lachance. Date de naissance, 1922. Lieu et date du mariage de ses parents. Toi, tu sais-tu quand est-ce qu'ils sont mariés, tes parents, à quelle place? Oui. Ouais, lui, il sait pas. Je sais pas. Il sait juste pas. Puis des fois, c'était comme ça. Là. Puis il peut pas le demander parce qu'il était décédé. Il n'y avait pas BMS 2000 là, dans le temps pour faire de la recherche. Non. Puis t'avais pas. C'était compliqué de demander au registre, surtout quand tu ne savais pas où demander. Là, c'était d'écrire puis d'attendre. Fait que la bonne réponse, c'est je sais pas. Maintenant, l'information, c'est disponible. Lieu où le défunt est né, Spring Hill, on parlait de Spring Hill tantôt, comté de Frontenac, il y avait 19 ans quand il s'est inscrit. Le comté où le défunt a résidé, donc il a résidé 19 ans à Frontenac. Il venait de déménager à Sherbrooke, voilà, parce qu'il venait de se faire un job de camionneur ou d'être camionneur, en fait, pour plus précis. C'est 2 mois qu'il était à Sherbrooke. Il venait comme de quitter la résidence de l'économie. Indiquer le lieu où le défunt vivait, Sherbrooke, au moment de s'envoler, de façon permanente. Détail de la succession. C'est laissé un testament. Et là, c'était intéressant parce que le gars, il est mort, tu peux lui demander. T'es pas allé voir le notaire pour faire en fait, vu que c'est l'armée qui est en charge, tu ne peux même pas aller voir un notaire pour faire une recherche de testament. Donc là, a-t-il laissé un testament? Si vous en avez la garde, veuillez nous le transmettre. Il m'a dit qu'il a fait un testament avant de traverser. On a vu tantôt, il a rempli un petit testament avant d'aller de l'Angleterre vers... faire le débarquement, ouais. Parce que là, ce document-là, eux autres, ils le font, ils le remplissent, ils le donnent à le supérieur qui le donne, ça se fait ramasser, il n'y en a pas là une pile, ils envoient ça, ils vont shipper ça à un moment donné. Le problème, c'est que les sous-marins allemands, ils essayaient de couler, ils avaient le ravitaillement canadien. Fait qu'il y a des documents qui ne se rendaient même pas aux archives nationales. Autre détail, après son engagement, a-t-il contacté des dettes? Non. Est-ce que les frais funéraires ont été payés? Tu sais, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Je veux lui faire chanter un service parce que tous les frais funéraires du défunt, normalement, le document, il existe pour pas juste quand tu es en garde, là. Mais là, c'est l'armée qui prend en charge ça, mais lui, il veut, les familles, à ce moment-là, étaient quand même beaucoup plus religieuses que maintenant. C'était avant la Révolution tranquille. Lui, il veut lui faire chanter un service au mois de mai. Je ne sais pas au mois de mai. Une déclaration. Je ceci déclare tous les renseignements contenus dans cette formule exacte et constitue une liste fidèle complète de tous les parents du défunt que j'ai jamais eu au degré signalé. Je suis la frère du défunt, le gars Lachance, Sherbrooke. Là, ici, le gars Lachance, avec là, ici, les informations supplémentaires. Je ne sais pas la date ni le lieu du mariage de ses parents. Mon frère est mort, mon père est mort d'une double pneumonie à Spring Hill. Ma mère est morte d'un cancer d'estomac à Spring Hill. Dans les années 30, pour se faire diagnostiquer d'un cancer d'estomac, ça peut être quand même assez solide. Pour avoir une belle fin. C'est toujours intéressant de voir c'est quoi que, surtout un soldat qui est allé sur le front, là, c'est quoi qu'il possédait. Là, il parle de son chandail. Là, c'est comme, ce qui était important pour eux sur le front, avec transporter tout ce qu'il y avait, genre, c'est pas pareil, comme c'est pas le même monde que maintenant. Puis, c'est ça, ces documents-là, c'est une belle réflexion sur comment c'était là, à la fin de la guerre pour ces gens-là. Ouais, puis bon, ça démontre aussi qu'on n'avait pas grand-chose non plus, parce que, bon, je pense pas qu'on mettrait aujourd'hui un chandail là, sur un testament, à moins là, qu'il y ait une valeur sentimentale quelconque, là, mais bon, on voit qu'on est ailleurs. Sinon, Eric, il faudrait qu'on parle un peu de sport. Là. Qu'est-ce qui se passait avec le Canadien en 1910, en février? Ben, on se souvient qu'en janvier, ils avaient gagné leur premier match, mais qui fut annulé à cause de la fusion des deux ligues. Puis ça n'a pas très bien commencé. On a une fiche. On commence février, on n'a aucune victoire en 3 matchs. Et je vous présente qu'est-ce qui se passe en février 1910 dans l'histoire du Canadien.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à la revue de presse du Canadien de Montréal du mois de février 1910. Présentation de Raconte-moi mes ancêtres. On se souvient que le Canadien a remporté son premier match de l'histoire contre le Cobalt le 5 janvier 1910. Mais qu'à la mi-janvier, le Ottawa et le Shamrock de la Canadian Hockey Association vont se joindre à la National Hockey Association, ce qui va obliger les autorités de la Ligue à créer une nouvelle cédule. Ce qui fait en sorte que le premier match est annulé et il faut repartir à 0 pour le Canadien. Ce ne sera pas des débuts faciles pour le Canadien puisqu'ils vont perdre contre les Beurriers de Renfrew et ensuite ils vont perdre 2 matchs de suite contre le Ottawa. Les choses ne risquent pas de s'améliorer puisqu'on apprend dans le devoir du 1er février que Newsy Lalonde est pas mal grippé. Aussi, sachez que malgré la dissolution de l'équipe de hockey du National, l'affaire Pitre est toujours d'actualité. Oui, parce que malgré que le National n'avait plus d'équipe de hockey professionnelle, le club national existe toujours. En 1910, un club, c'est un peu comme un conglomérat d'équipes sportives. À l'époque, un club pouvait avoir une équipe de crosse, de baseball, de hockey, un gymnase, un salon de bowling, une salle de pool, etc. Bref, le cas de Pitt reste un dossier à suivre. Le 2 février est soir de match où le Canadien ira affronter le Shamrock à l'Arena de Montréal. C'est le lendemain que nous aurons les résultats d'une joute très peu intéressante où le Shamrock l'emporta 8-3. Faut dire que le Canadien avait un nouveau gardien en Teddy Grou et l'absence de Lalonde se fut sentir. Le 4 février, on parle à peu près pas de hockey, mais 3 petites lignes intéressantes dans la section sur la bande du journal Le Canada. Dans un premier temps, on dit que le Canadien joue trop individuellement. Faut savoir qu'à l'époque, on faisait des passes en arrière, ou des fois on pouvait dégager ce qu'on appelait un lift. Bref, le hockey ressemblait beaucoup plus au rugby. Et avec ces règlements, on constate que jouer l'individualité au détriment de la combinaison, stratégie que les autres équipes utilisent, c'est pas très payant. L'affiche de 0-4 du Canadien en démontre les preuves. Il y a aussi Joe Hall qui s'en est sauvé après avoir frappé un arbitre, et on commence à exiger des arbitres canadiens-français. Le devoir du lendemain en rajoute. D'ailleurs, petite parenthèse, on est dans les premières éditions du devoir, ils avaient une très bonne couverture de hockey à l'époque. Eux aussi vont exiger des arbitres canadiens-français dans une lettre ouverte adressée à M. Quinn, secrétaire de la Ligue. Le 7 février, Jack aurait menacé ses joueurs du petit banc si les choses ne s'améliorent pas. Le petit banc parce qu'en 1910, on avait 7 joueurs sur la glace qui restaient sur la glace tout le match. On avait un remplaçant qui s'assoyait sur le petit banc. Des fois, il embarquait pour remplacer un joueur blessé. Sinon, des fois, le demi, il remplaçait un joueur pour le reste du match. Le 7 février, on est aussi jour de match où le Haileybury est en ville pour affronter le Canadien. Et finalement, pour la première fois officielle, beau triomphe du Canadien qui l'a emporté 9-5. Le 9 février, dans le journal Le Canada, section sur la bande, on apprend M. Charlie Gervais que M. Emmett Quinn avait nommé pour arbitrer les séries Shamrock, Cobalt, Haileybury, s'est vu refuser par M. Dessay Brown qui devait l'accompagner comme assistant. M. Brown aurait prétendu, d'après M. Gervais, qu'il doutait des connaissances de l'arbitre canadien-français. Dessay a certainement commis une bévue et s'est fourvoyé de la belle façon en posant au super fin. Le 10 février, conséquemment aux pressions exercées par les divers journaux, on apprend que Jack et Newsy ont arbitré le dernier match à l'Arena entre le Shamrock et les Wanderers. Match qui a d'ailleurs attiré que 900 personnes. Le 11 février, on a un premier classement de la Ligue. C'est le Ottawa qui trône au sommet avec 6 victoires en autant de matchs, et le Canadien est en avant-dernière place devant le Haileybury. Quoique le Canadien a une fiche très déficitaire, le 12 février, on apprend que les dirigeants des Wanderers sont préoccupés par leur match de ce soir contre le Canadien. Plusieurs experts disent qu'ils vont rencontrer leur Waterloo. Mais ce sera pour une prochaine fois. Le Canadien a mené durant une partie du match, mais va s'incliner par le score de 9-4. C'est ce qu'on apprend dans la presse du 14 février.
Le 15 février, c'est soir de match entre le Renfrew et le Canadien au patinoire Jubilé. Match que le Canadien a perdu par le score de 8-6 devant environ 1500 personnes. Le 17 février, dans le Progrès du Saguenay, on apprend que le Canadien va rendre visite au Chicoutimi dans un match exhibition qui aura lieu le dimanche 20 février. Le 18 février, il est question d'Hubert Raymond, le faussaire. Dans le cas qui nous intéresse, c'est plus ou moins pertinent, mais sachez que Jack fut l'une de ses victimes. Les 19, 20 et 21 février, ce qui attire l'attention, c'est un match Wanderers-Ottawa, où les Wanderers ont infligé la première défaite du Ottawa cette saison. Le 22 février, on apprend qu'il y aura rencontre lundi prochain au Windsor et il serait question du transfert de Lalonde. Oui, parce que comme M. O'Brien est propriétaire et du Canadien et du Renfrew, eh bien, il s'est permis de prendre Lalonde au Canadien pour l'envoyer avec le Renfrew. Le 23 février, on a un aperçu des meilleurs buteurs de la Ligue. Seule statistique individuelle qu'on comptabilisait à l'époque, et vous ne serez pas surpris de ne pas voir de joueurs du Canadien dans le top 10. Bon, il y a Nosy Lalonde, mais il appartient maintenant au Renfrew. C'est le 24 février qu'on va avoir le résultat de la joute entre le Canadien et le Chicoutimi. Eh bien, devinez quoi? Le Canadien a perdu par un score de 11-5. Faut dire que le Chicoutimi était une puissante équipe à l'époque. D'après moi, si c'était pas de la distance qu'il aurait eu à parcourir, ils auraient fait bonne figure dans la National Hockey Association. Faut savoir aussi que le Chicoutimi alignait un jeune gardien du nom de Georges Vézina. Oui, c'est ça. Le même à qui on va donner le nom du trophée attribué au meilleur gardien de la Ligue. Parlant de trophée, c'est messieurs Albert Gingras et Arthur Ross qui arbitreront le prochain match entre le Canadien et le Cobalt et Canadien et Liberty. Ce premier match, qui eut lieu le 24 février, sera remporté par le Cobalt par un score de 11-7. Cette défaite confirme le dernier rang du Canadien dans la Ligue. Le 26 février, il y a le Cobalt qui refuse de retourner jouer à Montréal. Vous vous souvenez que le premier match du Canadien eut lieu contre le Cobalt avant l'arrivée dans la Ligue des Shamrocks et du Ottawa? Eh bien, si le Canadien s'est fait enlever son premier match, le Cobalt, lui, s'est fait annuler ses 3 premiers matchs. Et la Ligue leur avait promis de leur rembourser leurs dépenses de 1000 $ pour les 3 matchs, chose que la Ligue n'aurait pas encore faite. Mais, étant donné que des citoyens de la ville se sont cotisés pour venir en aide aux joueurs, eh bien, le Cobalt va rencontrer ses prochains engagements à Montréal. Le 28 février, on a le résumé du match du samedi 26 février, où le Canadien affrontait le Haileybury. Eh bien, toujours la même histoire. Le score à la mi-temps était de 3-3, mais le Haileybury va compter 4 fois en deuxième demi pour l'emporter 7-3. Si vous avez aimé et aimeriez avoir plus de détails, n'hésitez pas à faire une recherche sur votre plateforme audio favorite, recherchez Histoire du Canadien et vous devriez trouver assez facilement. Dans ces revues de presse de 4 à 10 minutes, je vous lis tous les articles que j'ai trouvés en lien avec l'histoire du Canadien. Ça s'écoute bien le matin avant d'aller travailler. Le mois prochain, on termine déjà la première saison du Canadien. On se revoit donc le mois prochain pour le résumé de l'histoire du Canadien du mois de mars 1910. Ouais, ben, enfin, il y a une victoire, hein, Yann? Ah, il y a un moment donné, il fallait en gagner une, là. Ça avait bien commencé avant qu'ils changent de ligue. Ouais. On constate qu'on a des joueurs de hockey canadien-français assez performants. Malgré leur défaite, sauf que ça reste que c'est des très très bons joueurs qui auraient pu jouer aussi dans d'autres de ces équipes-là. Toutefois, il y a un manque au niveau des arbitres canadiens-français. Moi, ça m'avait un peu marqué, à la limite choqué. On entend, nous, de notre âge, on a entendu que nos ancêtres canadiens-français étaient méprisés par la classe anglophone. Pour être bien franc, moi, de mon vivant, c'est pas nécessairement quelque chose, là. Bon, on a eu la Révolution tranquille, puis il y a eu des événements qui se sont passés depuis. Mais là, je lisais, on le lit. C'est ce qui se passe. Directement, là. C'est comme ça, trop poche pour être arbitre, essentiellement, là. Ouais.
Ouais, puis l'arbitre Desi Brown qui se fait attitrer un dénommé Gervais, puis le Gervais, il arrive là, puis il se fait dire par l'autre, bon, j'arbitre pas avec un incompétent là, comme toi. Bon, mais il y a une chose aussi qui est intéressante, on est dans les premières éditions du journal Le Devoir. Qui était fondé en 1910, puis là, ça fait pas 2 mois là, qui existe le journal. Puis bon, déjà, c'est le journal Le Canada qui va initier un peu, mais Le Devoir va en mettre un petit peu plus d'huile sur le feu. Je vous ai pas montré ça, mais après que M. Desi Brown a gentiment montré la porte à M. Gervais, il y a une tollée là, dans tous les journaux canadiens français. On s'insurge devant la situation. C'est pas une situation qui aurait dû arriver, point. Là. Ouais. Donc, à suivre, est-ce qu'il y aura plus d'arbitres canadiens, français dans le futur? On verra ça dans les prochains mois, prochaines saisons. On approche de la conclusion, Yann. Je souhaiterais encore une fois inviter les gens à participer si jamais vous êtes une société d'histoire, de généalogie. Vous voulez faire la promotion d'un événement, d'un anniversaire quelconque, vous nous le dites, puis on peut soit en parler ou vous rencontrer en entrevue pour parler de ces événements-là. Oui, n'importe quelle anecdote ou fait historique que vous voulez discuter avec nous, là, si c'est intéressant pour vous puis que c'est intéressant pour nous, ça va être intéressant pour tout le monde. Oui. Ou encore, si vous êtes écrivain, conférencier, vous voulez venir nous jaser de votre sujet favori, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner en cliquant sur le bouton « J'aime », en commentant, en vous abonnant à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou encore en partageant le contenu que vous venez de voir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Une excellente fin de journée à toi, Yann. Merci beaucoup. Bonne journée à toi, bonne journée à tout le monde. À la prochaine. La famille, c'est plus qu'un nom gravé. C'est des rêves et des vies entrelacées. Des voyages et des terres vierges. Nos ancêtres sont notre allégeance. Notre verge, écoutez nos histoires riches de vive voix. Des braves voyageurs en terre de bois. Ensemble au présent, guidés par le passé. D'en parlons ancêtres où tout a commencé. Parlons ancêtres, autour d'un feu, les voix du passé. Vibrant en nous, le Québec à Trois-Rivières, voyons cet héritage qu'on porte en nous. Écoutez nos histoires riches de vive voix, les braves voyageurs en terre de bois. Ensemble au présent, guidés par le passé, d'en parlons